commencer. Tout le monde est bien assis, ouais. Eh bien, tout d'abord, merci et bienvenue à tous. Donc, je suis Clément Guillon, responsable des opérations chez Vertigo. Et nous avons le bonheur et le grand plaisir d'être accueillis ici aujourd'hui par Google pour cette deuxième édition du Vertigo Insight. Donc, Vertigo Insight, c'est un événement ouvert pour montrer des cas d'application de l'analyse prédictive. Donc aujourd'hui, on est accueilli par Google et notamment par l'équipe de Fabrice que je vais présenter juste après. Un grand merci à eux pour cet accueil. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on va parler marketing, on va parler retail et on va parler intelligence artificielle. Je vous rappelle le principe des Vertigo Insight, c'est une keynote, un petit peu de vision sur le prédictif et des cas concrets. Donc on verra, je vous présenterai le menu juste après. Tout petit mot sur Vertigo, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Vertigo est un éditeur de solutions d'analyse prédictive. Donc c'est-à-dire que nous nous servons des données du passé pour prédire le futur et nous construisons des applications pour répondre à des questions opérationnelles dans le secteur de l'industrie, du retail ou du marketing. Nous utilisons aujourd'hui et depuis notre création l'univers Google pour construire nos applications et nous sommes officiellement Google Partner depuis 3 mois maintenant et nous en sommes ravis, d'où notre présence ici. Peut-être Fabrice, tu veux dire un petit mot sur Google et déjà te présenter? Oui, très rapidement. Donc Fabrice Solami, je suis dans l'équipe Retail Google Cloud. Donc je m'occupe de la partie cloud au sens services associés dans le cloud public et qui permettent de gérer infrastructure, big data, machine learning, tous ces mots-là. J'espère qu'ils auront un sens pour vous à la fin de la session, même si on ne parlera pas de technique, je vous le garantis. Et je suis ravi d'accueillir Vertigo, donc notre nouveau partenaire avec qui je pense qu'on a beaucoup d'ambition sur le marché du retail, notamment cette année. Donc merci à tous d'être venus et j'espère que ce sera une session mémorable. Ça le sera forcément. Ça le sera forcément. Un petit mot technique, juste, ça va être la seule partie technologique. Vous avez en haut un lien qui vous permet de poser des questions. Donc, si vous voulez interagir, parce que le Meetup, c'est un événement ouvert et vous avez la liberté de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question pendant l'intervention. N'attendez pas les sessions questions-réponses. Vous pouvez vous connecter sur l'adresse qui apparaît au-dessus et poser vos questions. Et comme ça, on pourra interagir en live. Alors, donc, surtout, n'hésitez pas. Rassurez-vous, vous pouvez décider de poser une question de manière anonyme et elle ne s'affichera pas à l'écran comme ça. Elle sera modérée d'abord. N'ayez pas de crainte. Merci pour la précision. Voilà, donc pas besoin de mettre votre nom on tâchera d'y répondre. Au menu aujourd'hui, ce qu'on vous propose, format habituel, on vous propose une keynote sur l'avenir de l'intelligence artificielle au service du marketing et du retail avec Eunika Mercier-Laurent, qui est une chercheuse en intelligence artificielle et qui nous a fait le grand plaisir d'être là avec nous. Puis nous passerons au cas client qui concerne donc, comme je l'ai dit, un cas du retail et du marketing. Je n'en dis pas plus pour l'instant et on finira par un instant networking, café et questions-réponses. Voilà. Je ne vois pas de questions qui s'affichent pour l'instant, donc ça veut dire qu'on peut avancer. Et tout de suite, j'appelle Eunika Mercier-Laurent et Jérémy Fin pour la première partie. Très bonne session à tous. Merci Clément. Donc j'ai la lourde tâche, Eunika, de vous présenter. Une fois que j'aurai libéré le passage. Voilà. Donc Eunika, je réitère les compliments et les remerciements de Fabrice et de Clément. Merci de vous être libérés pour être parmi nous. Donc je vais essayer de vous présenter parce que, comme vous me l'aviez dit, quand on a fait connaissance initialement, vous êtes tombé dans l'intelligence artificielle comme Obélix et êtes tombé dans la potion magique, toute petite, parce que si on cherche dans votre CV, vous avez fait un DEA d'intelligence artificielle. Alors ça en 1987.
Oui, mais avant, j'avais des cours de cybernétique. Ah, le cours de cybernétique. Et comment s'appelle la cybernétique aujourd'hui? Donc vous êtes docteur en informatique de l'Université de Paris 7 Diderot. Et sur LinkedIn, vous écrivez que votre thèse portait sur ce qui pourrait être le grand-père de Google. On en saurait peut-être plus. Vous êtes ingénieur en électronique de l'Université de technologie de Varsovie. Et aujourd'hui, vous êtes chercheur en intelligence artificielle appliquée aux écosystèmes de l'innovation. Donc, on est au cœur du sujet, au Centre de recherche Magellan à l'Université de Lyon 3. Professeur à l'EPITA, où vous lancez prochainement, on l'espère, un master en data science. C'est votre sujet du moment? Non, c'est le sujet, c'est un nouveau master qui vient d'être accepté. Et pour lesquels nous avons besoin un peu de support. Donc, si vous avez envie d'écrire une lettre... c'est parfait. Pour nous, c'est bon. C'est promis. Et vous êtes chairman de l'IFIP, l'Artificial Intelligence for Knowledge Management. Donc, c'est un think tank. Et non, on peut dire think tank, mais c'est plutôt les gens qui travaillent sur la résolution des problèmes en appliquant deux approches, knowledge management, je vais mentionner tout à l'heure, et intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui était... IFIP, c'est une association, fédération internationale de Information Processing. Et donc, je chaire ce groupe depuis 2008. Et nous organisons une conférence annuelle sur ces sujets. Donc, si ça vous intéresse, la prochaine sera à Melbourne. Parfait, merci. Donc, les messages passent. Donc, vous vous définissez comme Global Innovation Strategist et pour vous, les data scientists doivent devenir des knowledge scientists. Donc, pour vous, la data est un diamant brut qui ne demande qu'à être poli, travaillé. Et vous êtes, je pense, la première académique à à mélanger en fait les thématiques d'intelligence artificielle et de knowledge management, et c'est ce qui nous a intéressé dans la manière dont vous écrivez vos articles de recherche, c'est que pour vous, l'intelligence artificielle n'est pas un sujet mathématique, n'est pas un sujet informatique, c'est un sujet holistique où vous parlez de philosophie, de sociologie, de robotique aussi un petit peu. Comme l'être humain. Donc voilà, et c'est peut-être un point qui nous anime communément chez Vertigo, chez Google et chez vous. Vous êtes très sensible au sujet de développement durable, et pour vous, il est dommage que les data centers triplent de taille quand les données n'intéressent personne. Donc vous êtes plus en faveur de la smart data, donc avec des choix de sets de données réfléchis, que du big data où on prendrait tout ce qui vient. Et donc merci encore d'être là. Sans plus tarder, on va passer on a choisi un format de keynote, on essaye d'innover nous aussi dans l'animation événementielle. On a choisi un format de keynote guidé par des articles récents qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez accepté de vous prêter à ce jeu-là, Unica, et merci encore. Donc, premier article donc, qui a fait un peu de bruit, c'est très récent, hein, c'est du 10 février. Pour Experian, 92% des entreprises n'ont pas confiance dans les données dont elles disposent. Donc, vous qui êtes professeur de knowledge management et d'intelligence artificielle, est-ce que ce peu de fiabilité perçu, ou en tout cas ressenti des entreprises sur leurs données, lié à la qualité de ces données-là, c'est un frein pour le développement de l'intelligence artificielle de manière générale et pour la diffusion de la data science dans le monde de l'entreprise, ou pas? Donc ça peut être un frein fictif, en fait, hein, parce qu'ils disent oui, je ne crois pas à mes données, mais en fait, ils ont peur d'innover. Donc, il faut prendre en compte ces deux points. La qualité des données, oui, pour avoir travaillé beaucoup sur la fiabilité, sécurité, avec notamment Institut de management des risques, j'ai vu la qualité des données. Je ne citerai pas les entreprises sur les données desquelles on avait travaillé, mais il y a beaucoup de données manquantes, il y a des choses en double, en triple. Donc, si on veut faire quelque chose, un traitement sur ces données-là, effectivement, la méthode précédente, c'était faire ce qu'on appelle les clean data, c'est-à-dire sélectionner les données pertinentes et ensuite appliquer les traitements, par exemple, le raisonnement par analogie ou autre, aux générations des arbres de décision à partir des données. Donc effectivement, aujourd'hui, si on veut être plus pertinent, d'un côté, on a deep learning qui permet d'aller chercher des choses dans les bases actuelles, ou alors l'autre méthode, c'est essayer de
recueillir les données pertinentes. Et donc, par rapport, au contraire, par l'approche des données, dans l'approche données, qu'est-ce qu'on fait? On collecte les données et ensuite on les analyse. Dans l'approche connaissance, on réfléchit, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut obtenir de ces données, quelles données on a besoin. Donc, c'est plus approche résolution de problème que collecte des données. Et ensuite, on est presque sûr d'avoir les données pertinentes et avoir des résultats probants de cette analyse. Donc, c'est pour ça, knowledge scientist, c'est quelqu'un que peut en même temps appeler jardinier de la connaissance et qui s'amuse à gérer les connaissances plutôt que les données. Ah, merci. Les données, ça fait partie des flux des connaissances. Voilà, donc c'est ça, ça rejoint. Impeccable. Pour les questions, vous connaissez le lien. Donc, on va passer à... Donc, pour vous, finalement, peu importe la qualité des données, si on pose le problème dans le bon sens, comme une question à résoudre, on s'en sort en général. Il y a même un livre qui était Ask the Right Question. Ça, c'est la même chose avec les données. Il faut poser des bonnes questions. Alors, je vous remercie justement. Je vais essayer d'appliquer votre conseil. Il y a un article dans Data Science Central, toujours la semaine dernière, qui est sorti et qui dit finalement, peu importe que l'on choisisse les bons algorithmes, parce que ce qui fait la qualité des résultats en analyse prédictive, c'est la capacité à traiter des gros volumes de données. Donc déjà, vous, en tant qu'universitaire, est-ce que vous êtes d'accord? Et finalement, à l'heure de l'open data, des réseaux sociaux, de l'économie des API, est-ce que c'est une condition suffisante à la généralisation de l'intelligence artificielle, que justement, il y a un tel foisonnement de données et que les algorithmes, finalement, les chercheurs s'accordent pour dire qu'ils comptent si peu. Est-ce que ce n'est pas finalement le début de la révolution? Il faut voir un peu l'histoire de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, la première vague d'intelligence artificielle, c'était pour construire une machine aussi intelligente que l'homme. Évidemment, on n'est pas réussi. Deuxième vague, elle est arrivée avec knowledge management, donc des années 90. On a eu des outils, on a fait des choses. Et on s'est aperçu que la puissance des machines n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on a des machines très puissantes, donc on s'est dit, bon, on va passer les algorithmes de réseau de neurones connus depuis des années 30, mais bien améliorés depuis, et on va voir ce que ça donne. Bon, vu l'expérience de l'Institut de sûreté des fonctionnements, les statisticiens ont toujours fait parler les données. Donc, ils ont des méthodes et je pense qu'une connexion entre marketing et les gens de traitement de fiabilité et retour d'expérience industrielle pourrait être intéressant. Parce qu'ils ont de l'expérience, ils savent comment faire, comment prendre les données. Et je pense que ça pourrait être favorable pour trouver autre chose, découvrir les choses dans les bases de données qu'on ne trouve pas avec le deep learning. Ok, super. Et pour faire le lien avec le sujet du jour, donc on va parler marketing technology, on va parler data et marketing et transformation des parcours clients grâce aux données marketing. Est-ce que dans votre quotidien de chercheuse, d'accompagnatrice de démarches de transformation, d'organisation et de professeurs, vous observez des cas concrets d'application de l'intelligence artificielle dans le renouvellement, dans la revitalisation des parcours clients tels qu'on les connaît depuis toujours? Certes, mais parcours client fait partie de l'approche globale knowledge management, parce que c'est pas uniquement les données sur les clients, mais aussi des connaissances des clients qu'on veut récupérer. Donc aujourd'hui, on est un peu concentré sur cette histoire de découverte des connaissances dans les bases de données, or que c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a sorti dans les années 80. Data mining d'abord, ensuite text mining, quand il y a eu de grandes masses de textes à analyser, et depuis un certain moment, on a image mining. Donc aujourd'hui, on essaye de tout faire avec deep learning, mais des fois, il y a des technologies qui sont plus intéressantes à traiter séparément des choses et ensuite comparer les résultats. Maintenant, dans les services clients, bien sûr, c'est intéressant de faire du prédictif, de faire voir sur les grandes masses de données qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils achètent les clients. Si on regarde par exemple les cartes de fidélité, on peut regarder qu'est-ce qu'ils achètent les clients. Mais comme les cartes de fidélité sont divisées par les magasins, donc vous avez une carte de Carrefour, une carte d'Auchan, une carte de quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'il y a une connexion entre ces données. Parce que c'est ça qui pourrait être intéressant, de faire cette connexion entre les données pour voir qu'est-ce que les clients n'ont pas acheté chez vous, mais acheté chez l'autre. Donc ça, c'est déjà un point. Bon, évidemment, il y a une tendance aujourd'hui de faire les chatbots. Donc, on fait des agents conversationnels qui conversent avec les clients. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est là où on a besoin d'un vrai traitement soit humain, c'est de préférence, hein, parce qu'on est toujours plus intelligent encore que la machine. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et deuxièmement, bon, c'est les clients, pour moi, est une source d'innovation. Donc, c'est dommage de passer à côté. Ce que vous trouvez dans la base, c'est le passé. Pour inventer le futur, oui, certes, mais dans cette base, vous ne trouvez pas ce que les clients peuvent vous apporter. Et les clients ne peuvent pas acheter ce qu'ils ne trouvent pas dans le magasin. Donc, il faut penser à ça aussi. Formidable. Nika, merci infiniment pour ce témoignage venant du monde de la recherche. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Nika. Restez là. Et donc, a priori, vous pouviez poser vos questions en continu pendant l'intervention. Ça évite de les oublier. Mais voilà, monsieur, si vous pouviez simplement vous présenter nom, prénom, organisation et votre question. Ah, pardon. Mais moi d'abord, je vous remercie pour l'introduction que vous avez faite. Je trouve ça excellent. Et je trouve que vous avez bien. Moi, je suis un statisticien économiste qui a fauté, qui est tombé dans le marketing. Et je trouve que ce que vous avez expliqué vraiment très bien, c'est le premier point, c'est cleaning the data, de telle sorte qu'on ait des. Parce que rubbish in, rubbish out. Donc, ça, vous l'avez très bien expliqué. Ensuite, c'est chercher à répondre à une question, à un problème. Donc, sélectionner les data en fonction de ça. Être capable de faire des templates derrière qui permettront effectivement de répondre à la question posée. Et c'est derrière fait pour mouliner. Les mouliner, c'est vraiment la fin. Merci, monsieur. Donc, merci. Parfait. Donc, pour ceux qui ne se recoiffent pas, mais qui ont des questions. Oui. Oui, bonjour. Yann Levy, je suis chercheur en neurosciences et puis je bosse dans un cabinet de consulting. Ce qui m'interroge un peu, c'est que, d'accord, sélectionner les bonnes data permet effectivement peut-être de faire. Et on ne se prive pas des biais cognitifs de la personne qui sélectionne. Or, le big data avait pour vocation justement de montrer peut-être les facteurs cachés que l'humain, de par ses biais, ne parvient pas à détecter. Donc, comment concilier le tout? J'ai l'impression qu'on a une boucle où on remet l'humain et une possibilité de biais aussi. C'est ça, parce que l'homme peut interpréter les résultats des big data. C'est ça. Voilà. Et mon objectif, j'ai peut-être pas dit, et puis on n'a pas le temps de tout dire, c'est plutôt créer une synergie, l'ordinateur et l'humain, et utiliser les meilleurs de l'ordinateur et les meilleurs de l'humain pour qu'ils soient excellents tous les deux ensemble. Et cognitif, ça en fait partie, et je bataille contre les débranchements du cerveau par les applications informatiques et autres objets volants. D'autres questions? On passe à la suite. Merci encore, Nika. C'était parfait. Nika est avec nous pour les temps de networking. Merci, Nika. Merci, Jérémy, pour ce temps de keynote. On va passer à la suite. Après la vision, on passe au concret. Donc, vous avez tous compris que l'intelligence artificielle pouvait apporter un certain nombre de réponses dans un certain nombre de domaines. On va s'intéresser aujourd'hui au cas du retail et d'action marketing plus particulièrement et d'optimisation de parcours client. Donc, s'il y a bien un domaine qui brasse de la donnée, évidemment, c'est le retail, avec chaque jour la liste de tous les achats, de tous les paniers, des comportements de consommateurs.
Donc, on s'est intéressé, Vertigo, en partenariat avec GoldenEyes, un prestataire de CRM, à l'optimisation et à la transformation d'un processus du système de caisse, notamment. Et on s'est intéressé tout particulièrement à ce qu'on pouvait faire des données issues des tickets de caisse. Donc, pour ce faire, j'appelle Cyril Peixoto de GoldenEyes et Rupert Chisel, directeur produit chez Vertigo. Merci Clément. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Rupert Schiss, je m'occupe des produits chez Vertigo. Donc on a essayé de trouver un cas qui est le moins technique possible et qui montre vraiment en même temps les capacités qu'on a avec à la fois les technos et les ressources qu'on utilise, enfin ressources techniques en l'occurrence on prend chez Google et les ressources en termes de calcul que nous offrent les différentes technologies de l'intelligence artificielle. Ce cas concerne donc une entreprise de la grande distribution, un retailer avec 60 magasins en France, des points de vente, qui nous a transmis 27 millions de lignes, donc un gros fichier qui concerne ces tickets de caisse. Donc il y avait 1,8 million de tickets de caisse dans ce fichier. Et pour chaque ticket de caisse, on avait évidemment ce que le client avait acheté comme article. Donc, on avait les packs de lait, les bananes, et à chaque fois le nombre qui allait avec. Donc, on avait ça comme données. Grâce à GoldenEyes, on avait pour ces clients-là les données CRM. Donc, on savait exactement quel client avait acheté ces différents tickets. Donc, on avait environ 250 000 clients. Un assortiment de 240 000 articles différents donc sur ces 60 magasins. Évidemment, donc, il n'y avait pas de 240 dans chaque magasin, donc c'est réparti. Ça génère un chiffre d'affaires de 110 millions de ventes et un ticket moyen de 63 €. Donc, jusque-là, les données, c'est assez classique en termes de, pour un distributeur. Après, on va voir ce qu'on peut en tirer et les différentes problématiques qu'on a rencontrées au cours de ce projet. Juste pour résumer en 2 phrases de quoi il s'agissait. Donc, on nous a demandé de valoriser un maximum les tickets de caisse qui étaient à disposition en faisant en sorte de comprendre grâce à ces tickets de caisse ce qui se passait, le comportement du client, être capable de cibler mieux un client, de lui proposer des offres plus pertinentes pendant son passage dans le magasin et avant ou après. Donc, on a réfléchi à ces différents sujets et on va vous montrer comment. Je passe le message, je passe le mot Cyril, donc il va vous introduire avec la vue du client ce cas et on va le parcourir ensemble. Alors pour me présenter, donc je suis Cyril Peixoto, directeur data mining de GoldenEyes. GoldenEyes, c'est un prestataire de services CRM, éditeur également d'une solution logicielle pour piloter son CRM. On travaille depuis 20 ans exclusivement pour des retailers, distribution spécialisée et distribution alimentaire. Donc là, effectivement, c'est un cas qu'on a soumis à Vertigo. Donc moi-même, je suis data miner, donc on analyse la donnée et depuis de nombreuses années, mais sur un cas comme celui-ci, on va rentrer dans le détail après, d'analyse des tickets de caisse, effectivement, les volumes de tickets sont monstrueux, surtout, on va avoir besoin à un moment donné de raccorder l'utilisation à l'analyse, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure, je me suis réconcilié avec le marketing. Je dirais qu'en tant que statisticien, aujourd'hui, même si on a commencé déjà, ça fait longtemps, à se réconcilier avec l'informatique, un peu avec le marketing, on va dire, en tant que domaine d'application. Aujourd'hui, les 3 points, pour moi, sont en train de converger. C'est-à-dire qu'on doit être capable, quand on fait l'analyse, que ça soit utilisable directement par le marketing et même sur le terrain dans un magasin. Pour moi, le big data va permettre et permet de faire ceci sur des premiers cas d'application. C'est là pour moi l'utilité du big data. Donc,
On a nous-mêmes commencé à avoir notre data lab. Bien sûr, il faut toujours, en tant que spécialiste, on sait toujours très bien qu'il faut aller chercher l'expertise et l'expérience là où elle est. Donc, c'est pour ça que sur des cas comme ça, on ne se prive pas d'aller en partenariat avec des gens comme chez Vertigo, qui ont une expérience plus grande que nous sur des problématiques vraiment de big data. Alors, bien sûr, GoldenEye, par rapport à ça, on est des experts du CRM, je dirais même des experts des retailers, parce que les retailers ont leur propre culture, une culture forte qui n'est pas forcément celle d'ailleurs du marketing client. Donc, on va dire qu'il faut des décodeurs et des traducteurs entre les deux, et modestement, on essaye de jouer ce rôle-là. La question, alors, notre chercheuse qui faisait l'introduction tout à l'heure citait des dates comme ça. Voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé. Charles Kepner, un économiste américain, en 63, voilà, il disait déjà, problématique d'un retailer, c'est d'avoir le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix. Voilà, et ceci, on est comment ? Et qui correspond aux besoins clients, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, et l'analyse qu'on a menée, elle est un peu différente d'un point de vue du prisme sous lequel on l'étudie, mais j'en dis pas plus à ce stade. On va compléter après. Alors, on rentre dans la première partie de notre cas qui va être en 4 parties. La première partie, c'était la problématique de création de paniers à partir de tickets de caisse. Bon, c'est quelque chose qui est assez connu dans le retail, mais c'est un bon point de départ pour la compréhension au client et pour plein d'autres choses. En gros, en quoi ça consiste, c'est qu'on prend les 2 millions de tickets de caisse et on vous donne 2 millions de tickets de caisse, on vous dit mettez-les sur 15 tas, 20 tas, et pour former des groupes homogènes. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Cyril, peut-être que tu peux nous dire en quelques mots en quoi c'est utile pour un client de faire ça. Tout à fait. Alors, en fait, là, on analyse alors communément, donc je vais toujours parler, voilà, ce qu'on fait en data mining, et là, ce qu'on a fait dans le cas présent. On va dire que d'un point de vue du client, donc nous, on vient du CRM. Comme le disait Rupert, on a la chance d'avoir toutes les données identifiées, donc avec les porteurs de cartes. Là, on est sur de la distribution alimentaire. À peu près, ils identifient à peu près 80-85% des passages caisses qui sont vraiment faits avec un bipage de cartes, donc auquel on rattache un client. Donc, bien sûr, on analyse les clients, leur comportement d'achat, et on va regarder même leur consommation de produits. Donc, rien de nouveau jusque-là, sauf que souvent, on va étudier des données disparates, c'est-à-dire on va raisonner en surreprésentation, en sous-représentation. On va dire les meilleurs clients, ils consomment un peu plus de frais, un peu plus de fruits et légumes, et un peu moins de non alimentaires, et à l'inverse, les clients occasionnels, et ainsi de suite. Ça nous dit pas, et ça dit pas aux retailers ce que chacun des clients, à un moment donné, vient chercher, et donc quel est son besoin. Je réponds à votre remarque. Voilà, quel est son besoin à chaque fois que j'ai un passage caisse et un ensemble de produits sur le tapis. Ce qui va être intéressant pour le retailer, c'est de savoir pourquoi ce client est là. Et donc, finalement, tout cet ensemble de produits qu'il y a sur mon tapis de caisse, ça va être un faisceau de produits, pour ne pas dire un faisceau d'indices, qui va devoir me permettre de connaître la motivation d'achat principale de ce client, dans quel contexte ça s'inscrit. Donc, est-ce que c'était préparé? Est-ce que c'est compulsif? Ensuite, est-ce que c'est pour faire mon plein de courses? Est-ce que c'est pour préparer un apéro? Est-ce que c'est j'ai un dépannage, j'ai un besoin de dépannage quelconque, et de quelle nature pour servir quel objet? Donc voilà, donc c'est ce qui nous intéresse, c'est de transformer finalement des petites bribes de données sur des catégories de produits où on reste toujours cantonné finalement à la nomenclature article d'un retailer, mais qui nous dit finalement pas grand-chose. Et donc vraiment là, de raisonner en grappe et de transformer ces données en connaissances clients. Maintenant, je vais vous dire comment Rupert s'y est pris. Oui. L'idée, donc, pour regrouper ces tickets de caisse dans des ensembles homogènes, qu'on a appelé, qui s'appelle le panier, il fallait créer un modèle prédictif et un modèle qui est capable d'absorber ces grands volumes de données et prendre en compte l'ensemble, chaque ticket de caisse, donc, sans faire abstraction de certains tickets,
dans cette masse de données. Il y avait d'autres challenges qui se sont posés à l'origine de ce projet. Un, il y avait la quantité de données, donc on avait déjà regardé parce qu'il y avait un nombre élevé d'articles et de tickets. Et enfin, comme on va le voir, quand vous travaillez, vous créez un modèle avec ces articles-là, on augmente la masse de données, donc on ne reste pas sur 27 millions qui est encore semble abordable, mais au fait on va le gonfler, donc ça va devenir encore plus important. Et la deuxième problématique, c'était les paniers qui étaient inconnus. Donc au début, on ne savait pas ce qu'on allait chercher, donc à la fois en termes de libellé, quel type de panier on va trouver, et en termes de nombre, est-ce qu'on va en faire 5, 10 30, 60 tas, donc voilà. Est-ce qu'il faut un panier, le découper en sous-panier? Donc il y avait des questions comme ça auxquelles dans ce genre d'analyse, on ne peut pas répondre au préalable. C'est des questions qu'on doit se poser avec le métier en analysant les résultats et en travaillant sur des itérations. En termes de quantité de données, donc avec 1,8 million de tickets et 48 000 critères, donc on arrive maintenant dans le machine learning, c'est qu'en fait, quand vous avez des tickets de caisse avec des articles dedans, il y a environ, il y a des familles d'articles, il y a des rayons, il y a des groupes de rayons, de sous-familles, etc. Donc, pour chacun de ces critères, pour chacun de ces familles d'articles, ces catégories d'articles, ça vous crée un critère, parce que vous dites, sur ce ticket de caisse, le client a acheté tant de quantités pour chaque famille. Donc du coup, vous avez un tableau avec presque 2 millions de lignes et 48 000 colonnes, ce qui fait 4 milliards d'informations qu'il faut traiter pour créer un modèle capable de prédire ce genre d'informations. Alors, comment ça marche? Bon, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà vu ce genre de modèle prédictif. La problématique est la même que quand vous avez un panier de fruits devant vous, vous ne savez pas comment s'appellent les fruits, vous les voyez, et on vous demande de les mettre de les regrouper ensemble. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Forcément, vous allez regarder les formes des fruits, vous allez regarder la couleur, peut-être la taille, etc. Donc, en gros, un certain nombre de critères qui vont vous paraître évidents tout de suite. Donc, vous avez la taille. Si on prend la première ligne qui est la pomme, par exemple, vous allez voir qu'elle est grande, rouge. La forme principale est ronde. Et la forme secondaire, c'est qu'elle est aplatie en haut et en bas. Donc, ça, vous pouvez le faire sur l'ensemble des fruits. Et si on vous dit maintenant de faire 2 groupes à partir de ces fruits, vous allez peut-être les regrouper par la couleur et par la forme. Si on vous dit de faire 4 groupes, peut-être que vous allez avoir les quatre fruits de manière complètement distincte. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a fait sur le ticket de caisse, sauf que il y a plus de critères. Donc, il y avait sur le contenu et les familles d'articles, on avait le fournisseur. Donc, c'est un critère très important parce qu'il y a des gens, en fait, quand ils vont faire leurs courses, ils achètent des fournisseurs des fournisseurs préférés, des marques de distributeurs qui vont jouer un rôle. Les quantités jouent un rôle important sur un ticket parce qu'on a les quantités achetées et les quantités aussi de retour. Donc, un ticket qui représente des retours, donc un client qui va arriver pour déposer des affaires, il va, par exemple, il rend un pantalon, le pantalon de son fils qui est trop petit, il va aussi peut-être profiter pour acheter autre chose. Donc, c'est une catégorie, des dimensions importantes à prendre en compte. Et ce qui est important aussi, c'est le nombre les quantités distinctes et totales. Donc, on ne regarde pas seulement quelqu'un qui va acheter 15 packs de lait. Ça ne va pas être nécessairement a priori dans le même groupe que celui qui achète 15 packs de lait différents, de marques différentes. Ensuite, évidemment, la date et l'heure. Donc, on va voir pourquoi c'est important. Un ticket de caisse est lié à un moment donné. Il est par des campagnes de promotion ou des périodes spéciales également. Et les montants, évidemment, qui sont dépensés au montant totaux et prix unitaire. Quand on met tout ça donc, dans des colonnes, en sachant que chaque rayon va devenir une colonne, comme on a dit tout à l'heure, on arrive
à notre grand tableau. Donc là, on voit l'équivalent avec le panier de fruits qu'on a vu tout à l'heure. On a le nombre d'articles, donc on a en ligne chaque ticket de caisse, et on a le nombre d'articles pour acheter, les montants, etc., les périodes. Et donc, ça nous donne un grand nombre de colonnes et un tableau sur lequel on peut commencer à faire notre segmentation. Juste en quelques mots, je vais essayer de le faire le moins technique possible. Jérémy s'est mis un film. Donc, comment ça se passe? En gros, là, on est sur on a juste 2 dimensions. Supposons que ça, soit nos tickets de caisse, et on veut le classer sur 2 dimensions, et on crée 2 paniers. Les paniers, c'est les grands points. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme qu'on utilise, il va à chaque fois regarder. Au début, on place les paniers de manière aléatoire, et on dit quels sont les tickets de caisse qui sont les plus proches de ces paniers. Donc là, les tickets de caisse les plus proches, c'est tout ce qui est bleu, du panier bleu, et le ticket rouge du panier rouge. Donc, ensuite, on va dire, OK, maintenant on connaît la moyenne, on va le placer au milieu de cet ensemble à chaque fois. Ensuite, on va refaire le split, on va le replacer au milieu, faire le split, et du coup, en fait, les paniers vont converger vers les centres de l'ensemble des tickets de caisse. Donc, c'est un processus statistique qui est assez classique, ça s'appelle le clustering. Et donc, vous choisissez, en fait, si vous voulez, 10 paniers, ou 5 paniers, ou 300 paniers. Et donc, avec des itérations, on arrive ensuite à faire... donc on a fait tourner ça sur des machines chez Google, et on arrive à sortir ce type d'informations. Donc, on a créé 30 clusters. Donc, ça, on a testé différentes choses avec différents nombres. 30, c'était un nombre qui nous paraissait pertinent. Après avoir analysé les données, on va voir ce qui est dedans. Donc, vous avez ici les clusters, donc, qui sont les paniers. Vous avez pour chaque panier combien de clients différents ont acheté ce panier. Vous avez combien de tickets se trouvent dans chacun des paniers. Donc là, on a un panier tout petit, c'est le 28. C'est quelque chose qui sort du lot. On a dû l'éliminer. Vous avez les dépenses totales pour chacun des paniers, les articles différents. Et ici, très intéressant, le montant moyen du panier. Donc, combien le client dépense en moyenne pour ce type de panier. Donc là, déjà, certains commencent à avoir des idées de ce qu'on peut faire avec ce genre d'informations. Pour vous montrer ça de manière plus visuelle, dans les 30 paniers, ici, par exemple, on a le panier 4. Donc, à quoi ça ressemble? Vous avez donc le client moyen, le panier moyen numéro 4. Ça va être quelqu'un qui achète 8 articles qui appartiennent à de l'ultra frais, 7 articles qui appartiennent à la catégorie fromage et 6 articles aux boissons sans alcool. Donc, donc, ça va être certainement autour de cette catégorie-là la motivation principale pourquoi un client va se rendre au supermarché, parce qu'il va acheter ça, mais il va aussi, dans son panier, acheter tout ça. Donc, il va aller au traiteur de la mer, à la boulangerie, il va prendre des aliments pour les animaux, etc. Et donc, ça, c'est un panier, bon, on l'appelait congelé, produits frais et emplette, parce que c'est quelqu'un qui vient pour les produits frais, mais il achète autre chose, avec un ticket moyen assez important, 198 €. Donc, c'est quelqu'un qui dépense 200 €. Après, on a des choses très différentes. Le panier traiteur, quelqu'un qui vient pour la charcuterie, le fromage. Le panier fruits et légumes. Donc là, c'est avec très peu d'achats à côté. Par opposition, le panier fruits et légumes, quelqu'un qui vient que pour les légumes et les fruits. Donc, il achète quasiment rien d'autre, un peu de frais. Donc, c'est un petit panier de 44 €. Confiserie et pâtisserie. Quelqu'un qui vient pour les produits pour animaux. Donc, lui, il achète 16 boîtes pour le chat et 2-3 trucs à côté. Le panier parfumerie, avec surtout de la parfumerie. Donc là, c'est intéressant parce que c'est regroupé avec l'entretien du linge, les produits de papier. Donc apparemment, quelqu'un qui vient pour acheter de la parfumerie ne va pas nécessairement faire les courses d'alimentation.
Par contre, un panier assez important avec 80 €. Le panier boisson sans alcool. Donc là, c'est la personne qui vient acheter 14 packs d'eau et achète quasiment rien d'autre. Donc il y a quand même 4000 tickets qui sont de ce type. Bon, la boulangerie, par opposition, donc boulangerie avec un peu d'autres choses, par opposition à la boulangerie, la personne qui vient juste acheter son pain. Il n'y a rien d'autre dans ce panier. C'est 27 € avec d'autres trucs. 152 000 tickets qui sont comme ça. Les boissons sans alcool et le vin. Donc ça, c'est panier apéro, mais pour quelqu'un qui ne boit pas trop, qui a des enfants. Le panier jardinage et déco avec les sémences. Donc quelqu'un qui vient pour les sémences, il va avoir de l'animalerie et de la décoration extérieure. Donc pareil, ça se mélange peu avec les achats alimentaires, comme le textile de la maison qui se mélange avec la table et la cuisine. Et là, on est sur le linge. Donc le panier linge, c'est un panier assez important, 227 €. Donc quand quelqu'un vient pour ses courses autour du linge, bah, il va dépenser des montants assez importants. Et le panier apéro, le vin tranquille, la bière et le cidre, et le vin effervescent, et le snacking salé. Donc ça, c'est au fait, là, c'est le fameux panier où il n'y a que 4 tickets dedans. Donc au fait, l'algorithme l'a sorti parce que c'est quelqu'un qui a acheté 4 fois pour presque 2500 €. Donc ça devait être pour un mariage ou je sais pas. Mais c'est tellement différent du reste des tickets qu'il est sorti comme un panier séparé. Voilà, c'est pour cette première partie, donc la création de panier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Oui, les usages. Je me posais une question aussi, ça peut être intéressant pour le merchandising, mais à l'inverse, est-ce que ce n'est pas le merchandising qui définit les tickets? C'est l'œuf et la poule. Ouais. Cyril, tu veux peut-être répondre à cette question pour faire la transition avec, parce que ça fait la bonne transition avec la suite qui effectivement explique les usages. Ouais. Vous anticipez la suite en fait. En quatrième partie, on va regarder justement comment on peut l'utiliser justement par rapport au merchandising de l'enseigne lié à un point de vente. Mais effectivement, vous avez raison. Après, vous avez raison sur un certain point. Après moins, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir, je ne sais pas moi, un panier type qui est apéritif, j'allais dire, quel que soit votre assortiment produit, enfin, quels que soient les différents assortiments produits des différentes enseignes alimentaires qui vont naturellement couvrir ce rayon, vous retrouverez toujours à peu près les mêmes unités de besoin. C'est-à-dire vous aurez toujours besoin d'une bouteille d'alcool, d'un soft, de produits frais, peut-être de surgelé pour tout ce qui est canapé et ainsi de suite. Donc, d'une façon ou d'une autre, les différentes unités de besoin, vous les retrouverez. Donc, ce n'est pas tant le merchandising là, qui va impacter et créer une fonction de panier, en tout cas sur les cas qu'on a là. Une question générique qui a été posée en anonyme sur Google de Pascal Decaux. Donc, je vais reprendre votre question. Si vous... C'est la bonne question. C'est le rôle de l'être humain du consultant avant la data science. Existe-t-il data pour poser la bonne question, puis pour savoir si les données pertinentes sont accessibles? Alors, je suppose que ça se repose. Je veux bien répondre à ça. Et je pense qu'en fait, les outils tels que moi je les connais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on utilise la big data un peu comme ce qu'on a fait dans ce cas, de manière itérative. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on rentre dans une phase d'exploration des données quand on va se retrouver en face d'un ensemble de données. On va déjà regarder, on a différents outils, enfin beaucoup d'outils qui sont assez intéressants pour comprendre ce qu'il y a dedans, la diversité, la qualité. Grâce à ça, je pense qu'on peut se poser des bonnes questions. Après, il y a maintenant des intelligences artificielles qui commencent à naître sur le sujet d'analyse de la donnée qui analysent automatiquement des sets de données et qui peuvent en tirer des conclusions et produire des idées pour savoir ce qu'on peut en faire. Mais je ne sais pas si ça répond à la question.
vraiment cette question. Ouais, c'est en plusieurs étapes. On arrive maintenant qu'on a... Ah, pardon. Oui. Alors, on ne l'a pas fait dans le cas présent, parce que la question n'était pas tant, enfin on va arriver justement sur la partie point de vente, la quatrième partie, la question n'était pas tant de dire à tel moment donné il va me falloir tel assortiment produit et surtout quelle quantité en stock, d'accord, la question était vraiment de cerner l'ensemble des motivations d'achat possibles dans cette enseigne, mais pas forcément spécifiquement à quel moment. Mais si effectivement la question posée à résoudre avait été de pouvoir gérer une quantité de stock sur une période précise, un jour précis dans la semaine ou un fin de week-end ou par rapport à la météo et aux prévisions météorologiques sur la semaine d'après pour ajuster des stocks, effectivement, on aurait pu faire entrer de telles données. Une question là-bas. Est-ce que vous croisiez dans cette constitution données de tickets avec des données RFM, des données de fréquence, par exemple, vous parlez de l'achat d'animaux, celui qui se marie ne va probablement pas faire ça tous les mois. C'était intégré. Oui. Alors, tout à fait, alors c'est une petite précision pour revenir en arrière par rapport à ce qui a été dit quand on a présenté le problème. C'est vrai que quand on est prestataire CRM, on ne travaille quasi exclusivement que sur les données des porteurs de cartes. Là, dans un cas précis comme ça, on travaille, c'est une petite précision qu'on apporte, on travaille sur l'ensemble des tickets, y compris les tickets des non-porteurs. Par contre, on va regarder sur la partie des tickets porteurs, on va regarder effectivement toutes les données RFM et donc on va lier ça à de la fréquence d'achat, de la régularité d'achat et ainsi de suite. Après, là, on est vraiment dans une logique d'analyse des paniers. Donc, si on a un panier enfin, un ticket de caisse qui est complètement ailleurs par rapport dans le champ qu'on analyse, il va se recentrer avec les autres. Donc, il ne va pas créer un panier autour. Donc, automatiquement, l'algorithme, il intègre cette dimension de fréquence d'achat. On va passer à la partie 2 qui est la classification des tickets. Donc maintenant qu'on connaît le modèle, donc on connaît les paniers types, la question qu'on peut se poser, c'est que comment quand j'ai un nouveau ticket qui arrive en temps réel ou dans l'historique des tickets que j'ai, comment je vais faire pour l'attribuer à un panier. Pour le client, quel est l'intérêt de ça, Cyril? Alors, l'intérêt, c'est que classiquement, donc on fait une analyse, on pourrait faire classiquement une analyse comme elle a été faite là jusqu'à maintenant, là, ce qu'a présenté Rupert et qui a été fait par Vertigo. On pourrait faire la même analyse avec une technique classique. Voilà, des outils statistiques qui sont à part sur le côté. Le seul problème, c'est que si le retailer, juste après, il me dit « ça, c'est super », et là, maintenant, à chaque ticket de caisse qui passe en magasin, je veux tout de suite que tu me qualifies là en 5 dixièmes de seconde le ticket et la motivation principale de ce ticket, ben, là, c'est clairement les limites, on va dire, de la statistique classique. Et donc, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir... pourquoi alors le savoir en temps réel? Bah, c'est pour pouvoir tout de suite rebondir. Ça peut se faire de plein de façons. Et là, alors, l'imagination est sans limite. De façon, on va dire... un peu classique, on pourrait se dire, mais c'est déjà pas mal, serait d'éditer en temps réel un couponing personnalisé, pas continuer à nous sortir, par exemple, quand on a 40 et quelques années, un coupon pour des couches Pampers. Bon, bah oui, c'est super, je tairai les noms des enseignes qui font encore ça, mais malheureusement, il y en a encore beaucoup qui le font. Voilà, mais de sortir, par exemple, un couponing qui correspond justement alors, à vous, on a les informations clients et les informations RFM, mais par exemple, par rapport à la motivation principale d'achat, après, on peut imaginer plein de choses. Si je suis en train de faire, si je suis vendredi soir et que j'achète une bouteille de champagne,
peut-être que si je propose un coupon ou une push notification, on va dire, allez, c'est un porteur de carte, sur l'achat d'un bouquet de fleurs, voilà, le fait de se dire c'est le vendredi soir, il est 20h, j'achète une bouteille de champagne, on recontextualise, voilà, peut-être je suis en train d'aller chez quelqu'un, de vouloir apporter la bouteille de champagne, peut-être je vais aussi ramener un bouquet de fleurs, donc voilà, il y a aussi des possibilités d'utilisation comme ça. Alors, l'info, comme je dis, classiquement, on pourrait déjà l'avoir. Alors, ça serait super. On est la semaine d'après, puis on dit, ah bah oui, celui qui est venu le vendredi soir, il achète une bouteille de champagne. J'aurais pu lui proposer, oui, mais c'était le vendredi soir, justement, quand il sortait de ce premier magasin. Donc, voilà, c'est pour ça. On peut générer des règles, tout à fait, et imaginer, voilà, exactement. Et là, je cite un cas de panier, il peut y avoir de multiples combinaisons comme ça. Donc effectivement, l'intérêt donc pour sortir de la problématique de data mining et statistique classique, c'est que là on peut rentrer dans des flux réels avec plein de possibilités, notamment avec du ciblage avant et après le paiement. Donc après, dans le sens où le moment la personne est devant la caisse. Donc avant le paiement, on peut le faire parce que les paniers, comme on l'a vu tout à l'heure, sont aussi affectés à un espace temps. Donc, du coup, en fait, vous savez qu'un client, à une certaine heure de la journée, une période de l'année, vous savez combien de paniers vont se vendre de chaque type. Donc, grâce à ça, on peut mettre, par exemple, en place des animations et des promotions qui sont adaptées pas à une logique d'article, donc comme ça se fait encore dans la plupart des cas aujourd'hui, mais dans une logique d'ensemble de comportement d'achat. Donc quand on sait par exemple qu'on va mettre en avant un certain produit, bah, on peut par exemple faire en complément des animations autour des produits qui sont cohérents avec le produit poussé en regardant l'analyse panier, et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui souvent. Et après, il y a la phase de paiement, donc la personne passe en caisse avec son ticket de caisse, donc on détecte en temps réel le panier, et là on a, comme dit Cyril, on a beaucoup de possibilités pour des promotions, des réductions, soit directement sur le ticket de caisse, soit sur le mobile avec l'application, ou par le messaging. Enfin, les possibilités sont infinies de l'exploitation de ça. Comment ça se passe, au fait, c'est que les caisses envoient leurs données à un serveur de prédiction qui lui stocke les données quelque part pour les exploiter, et ensuite derrière renvoie quelque chose au système de caisse au système du client local qui peut l'exploiter, pousser un message sur le smartphone du client par exemple. Donc voilà, ça c'est le processus dès qu'il se présente. Donc on a le ticket de caisse, on va le redécomposer dans toutes les dimensions qu'on a vues tout à l'heure, les 48 000, on va faire la prédiction et on revient dans un type d'information compréhensible par le client. Juste une démo pour savoir, donc, si on est sur 60 magasins, bon, il y a évidemment de gros flux qui arrivent tout le temps parce qu'il y a des gens qui passent évidemment en continu sur les caisses. On a, donc pour faire un peu de pub pour Google quand même, parce que la techno est quand même magnifique, on a montré comment ça se passe. On a une prédiction sur 1000 tickets de caisse. Après, si c'est 10 000 ou 100 000, ça ne change pas grand-chose, mais c'est à peu près le flux qu'on constate sur l'ensemble du parc. Donc là, l'intérêt, c'est essentiellement de montrer que l'on est vraiment dans une logique de temps réel. Pas sur la présentation, visiblement. Est-ce que je peux le mettre en grand, ça? Voilà. Donc, au fait, vous avez ici donc l'ensemble des tickets. Donc, il y a 10 000 lignes. Donc, 10 000 lignes d'articles. Il y a entre 900 et 1000 tickets qui sont là-dedans. Et donc, sur ce patch, on dit... Donc, ça, c'est typiquement quelque chose qui arrive à notre serveur. Donc, ça, c'est le serveur. Et on lui dit, vas-y, sur ces 10 000 tickets, fais-moi, classifie-les-moi sur les 30 paniers qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ça prend même pas 10 secondes
pour arriver à un résultat. Donc, voilà, donc là, c'est fini. Et on retrouve, quand on revient sur la table, les tickets avec le cluster, enfin, le panier auquel ils appartiennent. Donc là, on a les 916 tickets avec le client et le panier. Donc ça, c'est des choses qui sont techniques, mais du coup, deviennent la réalité et peuvent désormais, grâce aux technos qu'on a à notre disposition, se faire en temps réel dans tous les magasins. Voilà, donc quelques exemples de prédiction. Donc là, on a un exemple de ticket de caisse de confiserie et pâtisserie avec, donc on voit, donc ça c'est un ticket de caisse qui a été classé confiserie-pâtisserie, probablement, parce que ici vous avez 7 articles qui appartiennent à la confiserie. Donc c'est certainement la raison. Ça c'est un article, ça c'est typiquement l'article juste le pain qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui achète à la boulangerie plusieurs articles. Voilà, c'est un ticket de caisse qui a été attribué au panier 19 pain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième partie? Pas de force des questions en ligne. Oui. Vous parliez de pricing dynamique tout à l'heure. Pricing dynamique? Oui, enfin, en tout cas, c'était un des... Ah, oui, effectivement, ça c'était un des modes d'exploitation. Ça c'est déjà un peu plus poussé plus loin parce que comme vous rentrez dans une réflexion, enfin une approche du client par panier et pas par article ou démographique, souvent ça se fait, l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs. Vous avez la possibilité d'anticiper le nombre de paniers qui vont s'acheter pendant une certaine période et pas seulement les produits. Donc, sur certains domaines, il y a du pricing qui est adapté en fonction de la demande ou aussi des promos. Vous ne pouvez pas nécessairement mettre la demande n'augmente pas que sur les articles qui sont les plus évidents, les articles tête de gondole du panier quelque part, mais aussi sur le reste du panier parce que le client va avoir un comportement d'achat plus global. C'est ça la logique. Les promos, justement, les promotions, c'est pas un peu dans l'habitude d'achat? Oui et non. Si on a, en fait, dans la mesure où quand il y a une promotion, elles disparaissent potentiellement dans la masse, non. Après, le prix de l'article est acheté est pris en compte comme une dimension qu'on a vu au début. Donc c'est une colonne, donc l'algorithme en tient compte. Donc il y a aussi une colonne promo qui dit cet article de panier est dans le promo. Donc potentiellement ils peuvent se mettre dans des paniers différents. Il y a un panier type promo et promo et après de les croiser. Après il y a différentes manières de faire. Là on l'a pas fait, on l'a pas constaté comme perturbant, mais c'est quelque chose qu'il faudra voir. D'autres questions? Donc maintenant qu'on a vu comment créer les paniers et comment on les classifie en temps réel, on va avoir une partie qui portera sur l'analyse du comportement client. Donc là, comme on a vu, donc ça rejoint votre question, qui était donc aujourd'hui le comportement client, on l'anticipe pas mal sur des aspects démographiques. On essaie de se débrouiller avec les données qu'on a dans le CRM, sur les achats récents en termes d'articles, etc. Mais si on intègre cette dimension de panier dans le comportement client, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Alors effectivement, on peut pas s'empêcher. Alors pour des gens comme nous, Golden Eyes, de revenir. On vient du CRM et facilement on retourne au CRM. On est un peu comme les retailers, ils retournent toujours au marketing produit, même quand on essaye de leur parler de marketing client. Donc nous, on est un peu pareil. C'est-à-dire que là, on a réussi avec Vertigo à définir et à cerner les différents paniers types, les différentes motivations principale d'achat de chaque passage caisse qui existe. On est capable de qualifier chaque passage en caisse en temps réel. Voilà, mais maintenant, rétrospectivement, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que une fois qu'on connaît la motivation principale de chaque ticket de caisse, si on le relie, puisqu'on a l'information sur la plupart de ces achats, on a les informations clients, on a envie de dire finalement, pour chacun de mes clients, j'ai envie de connaître à lui ses différentes motivations principales d'achat. Ça va me permettre quoi? C'est-à-dire que d'habitude, quand on va segmenter nos clients, on va souvent les segmenter selon des critères de récence, fréquence, montant. Voilà. Et pour des distributeurs alimentaires, souvent, ça se résume à un raccourci. S'il vient régulièrement chez moi et faire son plein de courses, c'est un bon client. S'il vient moins régulièrement et que quand il vient, il fait pas son plein de courses, c'est un mauvais client. Je caricature, mais à peine. Et tout à l'heure, vous évoquiez la question, le rêve de tout retailer, c'est de connaître les taux de nourriture. Et l'idéal, ça serait de dire, je sais ce qu'il achète chez moi, mais je sais aussi ce qu'il achète chez mes concurrents. Et donc, le fait de pouvoir segmenter mes clients finalement selon leur motivation d'achat, ça va faire en sorte que je vais pouvoir considérer des petits clients en termes entre guillemets, en termes de dépenses effectuées dans l'enseigne, de mieux les qualifier et de leur accorder, on va dire, une meilleure valorisation. Je reviens à mon exemple d'apéro ou d'achat de bouteilles de champagne et ainsi de suite. Si à chaque fois que j'ai ce besoin-là, je viens dans mon enseigne, dans la même enseigne, à ce moment-là, même si je ne viens faire que ça ou que j'ai que 2-3 motivations d'achat principales, il n'empêche que sur ces besoins-là, mon taux de nourriture, il va être de 100%. Et donc, même si c'est pas un client qui pèse X milliers d'euros par an de dépenses, c'est quand même à travers cette info que j'ai, je vais pouvoir le considérer comme un bon client sur ces besoins-là. Et donc, si je prends connaissance que sur ces besoins-là, j'arrive à faire des 100% de nourriture sur les clients, à ce moment-là, je vais pouvoir me focaliser sur des fonctions. Et donc, après, on va voir au niveau merchandising, je vais pouvoir me focaliser sur ces fonctions-là et dire, je suis capable d'être très bon auprès d'un certain nombre de clients. Donc, je vais pouvoir continuer à travailler mon merch pour faire en sorte que ça ne soit pas simplement sur une partie de mes clients, mais une plus grande partie de mes clients. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on fait, comme dit Cyril, c'est qu'on essaye de regrouper les clients aussi en fonction de leur comportement. Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est on les regroupe, on regarde pour chaque client qu'est-ce qu'il a acheté comme article. Là, on a fait une analyse plus profonde quelque part, c'est qu'on a regardé pour chacun des clients. Donc là, sur les colonnes, chaque ligne représente un client du CRM, donc on a 250 000 lignes dans ce tableau, et on a regardé pour chacun qu'est-ce qu'il a acheté sur les 3 mois. On est sur une période d'analyse de 3 mois. Qu'est-ce qu'il a acheté comme panier. Donc, voilà, donc vous avez le nombre de paniers. CL, c'est cluster, c'est les 30 paniers qu'on a créés dans les phases précédentes. Et donc là, on a effectivement choisi la même méthode, en fait, ce qu'on a fait pour les tickets de caisse, qu'on a maintenant clusterisé, créé des segments de clients homogènes. Comme critère, on a regardé le nombre total de paniers que ces clients ont achetés. On a regardé la diversité des paniers. Donc, pareil, quelqu'un qui achète tout le temps la même chose, il ne va pas nécessairement être dans le même groupe que quelqu'un qui varie en termes de nombre de paniers. Et on a regardé les dépenses parce qu'on connaissait le ticket moyen d'un panier. Et on a pu faire cette analyse. Et on a dit on veut créer 10 segments de clients. Donc, pareil, c'est un choix. Il n'y a rien qui impose ça. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité sur ça.
Et donc, on a les 10 segments qui sont très divergents. On a un segment 0 qui est qui concerne 185 000 clients, donc c'est assez important, c'est 75%. Et au fait, c'est des personnes qui viennent pas très souvent, 1,3 fois par mois, qui dépensent une soixantaine d'euros et 78 euros par mois. Donc, c'est des gens, pas nécessairement des clients très réguliers du hypermarché, qui ont un petit panier très diversifié. On va voir que c'est ceux-là, ils achètent beaucoup le panier neuf qui est très diversifié. Ensuite, on a d'autres. On va regarder ça un peu plus en détail. Parce que là, on a nos 10 segments clients, on les a placés sur une carte. Donc, à chaque fois, vous avez le nombre de clients concernés et différents critères. Les dépenses mensuelles de chaque segment de client, les visites mensuelles de chaque nombre de visites par mois, et ensuite les dépenses par visite. Donc là, ça commence à être une vision assez intéressante. Donc là, on voit que ce panier-là, il sort en termes de nombre, mais il n'est pas intéressant sur aucun des axes. Ici, on a un type de client qui vient très souvent. C'est le panier numéro 3, mais au fait, à chaque visite, il dépense assez peu. On va avoir ici un type de client, c'était le 6, il me semble, qui dépense des sommes assez importantes pour chaque visite. Il n'y en a pas beaucoup et qui vient aussi relativement souvent, il vient toutes les semaines quasiment. Donc ça, c'est une catégorie, donc du coup, il dépense plus de 600 euros par mois. C'est une catégorie de clients qui peut être intéressante. Donc, grâce à ça, en fait, quand on creuse un peu, pour revenir sur les usages, on a un mapping client donc, par approche panier qui permet de faire du ciblage assez précis en termes de groupe, parce que je sais que en termes d'investissement sur une cible précise, je sais ce que potentiellement ça va me rapporter, parce que j'ai le nom de chacun grâce au CRM. Et puis ensuite, je sais que si je fais venir ce type de client, il est capable de dépenser 140 euros, 200 euros pour chaque visite. Sur chaque client, on a ici les paniers qu'il achète. Donc là, on a vu le client, le segment 0, il achète très peu de tout. Bon, c'est des moyennes, évidemment, donc ça veut dire qu'il achète une fois. Il y en a un qui achète ça, un qui achète ça. Donc il y a très peu d'informations, et il est notamment dans le panier petite course. Après, le segment 5, donc, ce qui est à 140 euros par visite, lui, il va... il achète sur ces 3 mois, il a acheté 2 fois il a fait des emplettes, il a acheté le panier de charcuterie une fois, les emplettes alimentation une fois. Donc lui, ça va être des courses très alimentation, mais aussi il est à presque 0,5 en moyenne sur les autres paniers. Voilà. Segment 3, là, on l'a sorti parce qu'il est un peu en opposition. Donc ça, c'est le client qui dépense 50 euros par visite, mais qui vient très souvent. Donc là, on voit que c'est des petites courses. On a encore le panier, juste le pain, qui est acheté 3 fois, les produits frais, les fruits et légumes. Voilà. Donc là, on ne va pas voir apparaître des emplettes. Donc ça, c'est un client qui vient tout le temps pour du complément, donc qui doit être ciblé dans les promotions, de cette manière. Et donc, quand on fait tourner la prédiction grâce à ces segments de clients, on est capable d'attribuer un nom, un nom de personne à chacun de ces 10 segments. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ça donne une liste. Pour le segment de clients neufs, on a ces clients-là. Pour le 1, on a ces clients-là. Ça, c'est sur la segmentation de clients. Est-ce qu'il y a des questions sur cette avant-dernière partie? Oui, j'en ai une. Sur Google. En quoi ce travail sur les tickets de caisse et la classification s'applique-t-il facilement à d'autres secteurs du commerce que la grande distribution? Par exemple, distribution spécialisée, pharma, cosmétique, culture, au loisir, parc d'attractions.
Si. Alors, ça s'applique exactement de la même manière. On ne va pas avoir nécessairement une aussi grande panoplie de tickets, mais là, on est sur des fonctionnements qui sont qui sont très utilisés aussi par les marchands du web, qui ne sont pas nécessairement des marchands avec un nombre un nombre de familles de produits, parce que le nombre de références peut quand même être assez important, mais qui ne sont pas le nombre de familles de produits qui ne sont pas nécessairement très différents. Et on peut faire la même analyse de panier sur une boutique qui a que, je sais pas, entre 500 et 1000 références que sur un hypermarché qui a 60 000 références. C'est la même, l'avantage de ces algorithmes, c'est qu'ils s'approprient très bien à partir d'un certain nombre de données minimales, à plein de cas, et on va, au fait, au lieu d'avoir des paniers très génériques comme ici, avoir des paniers beaucoup plus fins qui contiendraient qu'un certain nombre de produits, mais dans le commerce de détail, ça peut avoir de l'importance parce qu'il y a des marges qui sont affectées à des groupes de produits. Donc, ça permettrait, par exemple, d'instruire de manière plus détaillée les vendeurs en boutique sur d'avoir une approche par panier au lieu d'avoir une approche par article ou famille de produits. La seule limite que je verrais en termes d'application par rapport à différents secteurs de la distribution spécialisée, c'est bien sûr la taille du ticket. C'est-à-dire que là, le terrain de jeu idéal, effectivement, c'est la distribution alimentaire, parce que j'ai des tickets qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de lignes et d'articles, et donc je peux raisonner vraiment au ticket. Il y a d'autres secteurs, bien entendu, où malheureusement, où je sais pas, où de façon naturelle, il y a moins de lignes de tickets. À ce moment-là, l'application, on l'utilise déjà, mais au lieu de raisonner verticalement sur un ticket de caisse comme on peut le faire sur la distribution alimentaire, à ce moment-là, on va se rattacher à notre fameux CRM et on va passer à l'horizontale et on va regarder par rapport à l'historisation sur un client donné. C'est-à-dire que même si dans ce secteur d'activité-là, le nombre d'articles par ticket est seulement de 3, 4 ou 5, par contre, c'est avec la fréquence d'achat que je vais pouvoir travailler, mais de façon horizontale. Mais après, on applique… Le contexte d'achat, le lieu, la météo, l'heure, etc. La saisonnalité. Vous avez présenté une étude très sur mesure pour un client. Dans l'offre de la manière dont vous réalisez ces études, un projet, ou est-ce que vous avez projectialisé ça de telle manière à donner à vos clients une autonomie? C'est une question, on va mettre sur la techno après, mais effectivement, en dessous, il y a un socle technologique, Vertigo est éditeur de logiciels. On se connecte en externe à des ressources et on a des applications préinstallées sur certaines problématiques métiers, dont celle-ci. Donc, au fait, on essaie de répondre comme un éditeur à des choses pour lesquelles on a construit des flux de données sur notre socle existant. Quels sont les apports de l'intelligence artificielle et du machine learning en temps réel par rapport à une simple étude? Oui. Les apports, c'est que justement, c'est le temps réel, c'est que vous êtes capable de faire, à la fois renouveler en permanence votre modèle. Dans ce cas-là, il faut voir si c'est pertinent ou pas. Mais dans tous les cas, vous êtes capable de réagir en direct à un comportement de clients dans le magasin, que ce soit le nombre de clients, que ce soit la personne qui passe en caisse et donc qui a un comportement d'achat sur lequel vous pouvez réagir. Et donc ça sort de l'étude statistique où en fait, vous avez une étude data mining, et vous avez une étude et ensuite vous décidez d'un certain nombre de mesures en fonction de cette étude et vous ne savez pas au fait au moment où les mesures sont mises en place si c'est les bonnes décisions. Alors que le machine learning, justement, on est dans une logique continue qui va apprendre et s'améliorer au fil de l'eau.
derrière, la réaction de ces différents groupes aux offres marketing. Oui, oui, tout à fait. Quand on, alors, j'ai peut-être pas assez insisté dessus ou je l'ai pas évoqué, mais effectivement, quand on segmente nos clients, hein, l'objet, c'est un peu de connaissance client, mais surtout un caractère opérationnel et être capable de générer du business. Donc, même avec une segmentation classique client, le tout, c'est qu'après, je puisse les animer de façon différenciée selon le segment client auquel je m'adresse. Là, l'apport de ça, c'est qu'on va dire mon message et tant dans la forme que dans le contenu et même des offres que je vais proposer sera plus pertinent parce qu'on va dire que avec une segmentation classique basée sur des comportements d'achat et de la fréquence notamment ou du montant, bon, ok, ça va m'indiquer que c'est un super client, que j'ai plutôt intérêt à augmenter mes investissements en promotion et en messages publicitaires. Ça me dit pas pour autant comment je vais pouvoir m'adresser à lui et surtout le faire venir peut-être plus souvent, le faire dépenser plus. L'apport de ça, c'est que j'ai des motivations d'achat et que donc ça me donne un indice supplémentaire, c'est-à-dire quand je m'adresse à lui en termes de contenu, je vais être plus pertinent. Mais effectivement, l'utilisation, c'est bien opérationnel pour pousser du business. Peut-être que celui qui achète moins va augmenter son papier, il va être plus réactif à la. On va voir où vont les groupes, comment ils réagissent. Ouais. Bon, après, quand on parle comme ça de messages, il n'y a pas que de la promotion. C'est aussi, alors là, en tant que spécialiste du retail, on va dire ils ont une culture très prospectus, très promo produit, très redistributrice de marge. Ce qu'on essaye humblement de leur inculquer, c'est que du coup, avec toute cette connaissance client, si on l'exploite bien, ne serait-ce que, le fait de simplement montrer à ses clients qu'on les connaît, qu'on analyse ce qu'ils font et que du coup, ça nous permet de nous adresser à eux de façon pertinente, c'est déjà un bénéfice client et il n'y a pas forcément besoin de promotion. Voilà, on essaye on va dire, d'un peu élever le niveau, entre guillemets. Ouais. Alors, en ce qui concerne le programme de fidélité, hein, un exercice comme ça nous offre une deuxième segmentation client. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber la segmentation client traditionnelle, un peu RFM ou PMG, mais c'est un complément. Donc, on va plus s'en servir en termes effectivement de contenu, voilà, pour faire du cross-selling ou du upselling. Voilà, on a des chemins tout trouvés, voilà. Alors, en théorie, oui, parce que c'est le but du machine learning, c'est que cet algorithme, on peut l'entraîner sur la totalité des données, donc c'est ça qui change aussi par rapport à pas mal d'outils traditionnels, c'est qu'on peut continuer à l'entraîner tout le temps pour qu'il reste tout le temps pertinent par opposition d'une étude qui a été faite à un moment, et puis du coup, peut-être 6 mois plus tard, elle peut être obsolète parce qu'il y a des choses qui ont changé. Donc effectivement, il peut continuer à s'entraîner. Après, la fréquence d'entraînement, elle dépend du contexte. Peut-être que celui-là, on n'a pas besoin de l'entraîner tous les jours ou toutes les heures. Donc, il peut être entraîné une fois par semaine. Ouais, mais là, au fait, le nommage, il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour la machine. Donc là, on a nommé pour que ça soit plus visuel. Mais et après, quand on sort, après, il faudrait connecter des tableaux de bord à tout ça, qui permettrait à un humain de mettre des noms dessus et pouvoir visualiser un peu comme on l'a fait là. Mais la machine, on n'aura pas besoin.
face à ça, et puis en cas, c'est l'algorithme. On achetait du chocolat, on passait un bon petit peu. Donc là, vous êtes en train de rattacher les gens à des catégories de motivation. Vous allez dans le magasin, essentiellement pour acheter des mots, pour des apéros une fois par mois. Est-ce que derrière, donc ça conduit à une connaissance, pas seulement mais qui évolue aussi en termes de nature. Elle n'est plus factuelle, basée sur elle n'est plus elle est basée sur une classification de type de comportement. Quelle est l'ambiance juridique, je dirais, je ne sais pas la loi que je demande, mais est-ce qu'il y a des associations qui aident, Alors, dans le cadre là de ce qu'on fait là sur la carte de fidélité, pas tant que ça. En fait, ce qui inquiète surtout tout le monde, c'est plus ce qui se passe sur Internet et les connexions Internet. Dans le cadre du programme de fidélité, en tout état de cause, vous demandez le consentement client, vous en conservez la preuve et il vous autorise à collecter toutes ces informations clients de transactions. Il vous autorise à les traiter, à les analyser, voilà, et à lui adresser des messages en conséquence. Et il a toujours, il a toujours la possibilité en permanence de demander à ce qu'on supprime toutes ces données. Donc, dans ce cadre-là, on n'a pas de, on n'a pas de souci. Mais je vous rejoins, c'est vrai qu'on va plus loin dans l'analyse qu'on ne le faisait. C'était exclusivement de données CRM qu'on a pris. Donc, on n'a pas. Bon, il y a d'autres pratiques qui consistaient, par exemple, à filmer les gens, traquer leur parcours, etc. Et donc là, on rentre beaucoup plus. On n'a pas la signature client qui dit qu'il est d'accord avec ça. Ah, après, sur le côté intrusif, par exemple, de l'analyse et des leviers opérationnels qu'on en tire, j'allais dire, au contraire, plus on est pertinent dans ce qu'on propose aux clients, moins l'enseigne est perçue comme intrusive. C'est-à-dire, souvent, on s'interroge sur de la pression commerciale, des SMS qu'on envoie directement sur le mobile, c'est intrusif. Bon, l'email, ça n'existe plus, tout tombe en spam, mais voilà. Mais par exemple, si je parle du SMS qui existe encore aujourd'hui parce qu'il n'est pas gratuit, contrairement à l'emailing, si on vous envoie, si votre alors j'accélère. Si l'enseigne qui s'adresse à vous, elle fait partie de vos enseignes favorites, que quand elle vous envoie des messages, à chaque fois ils sont pertinents, vous pouvez lui en envoyer 10 et vous serez pas, enfin l'enseigne ne sera pas forcément jugée comme intrusive. À l'inverse, c'est une enseigne qui est plus éloignée du client, et elle en envoie 3 dans le même temps et ils sont pas pertinents. Là, elle va être jugée comme intrusive. Donc voilà. Donc tout ce qu'on fait là, normalement, ça va quand même plutôt dans le bon sens d'un point de vue perception client. On va terminer rapidement sur la dernière partie parce qu'il y a beaucoup de questions, et donc, du coup, ce qui est très bien. Donc on est sur la dernière problématique qui était la sélection de l'assortiment, qui est extrêmement intéressant, extrêmement important, parce que donc là on était jusque-là sur un cas de hypermarché. Donc c'est des gens, bon, ils se posent la question, mais c'est pas l'essentiel, parce qu'en gros il y a tellement de place qu'on met à peu près tout, et puis les clients achètent. Après il y a plein d'autres formats de magasins, on est les magasins en ville, les drives, on est plus restreint. Donc du coup, le client nous a demandé à réfléchir sur ce sujet. Effectivement, alors toujours très rapidement, donc on boucle la boucle, c'est-à-dire on est entré par le produit, après on a dit on peut reconsolider au niveau client, et puis là le troisième marketing, donc le marketing magasin, le marketing réseau. Donc en fait on connaît maintenant les fonctions d'achat, les motivations principales d'achat. À chaque passage caisse, pour chacun de mes clients, je connais ses principales. Et puis, si je suis capable pour chaque passage caisse de le savoir, je suis capable de dire pour
ce magasin-là, ce point de vente-là, quelles sont mes motivations principales d'achat. On sait qu'il y a, selon beaucoup de critères, selon la région, selon la zone d'habitat dans laquelle je suis en milieu rural, périurbain, urbain, centre-ville. Il y a une densité forte au niveau de la concurrence, il n'y en a pas. Je suis sur un format, donc Rupert le disait, je suis sur un hyper, je suis sur un super, je suis sur un drive et ainsi de suite. Je ne vais pas avoir non plus les mêmes contraintes en termes de rêve. Donc, il n'y en a quasiment pas au niveau d'un hypermarché. Donc, je n'ai pas besoin d'assortiment optimal par point de vente. Ma seule préoccupation à ce moment-là, ça va être la quantité de stock pour chaque article. En revanche, si on est presque à 100 000 articles dans un hyper, si par exemple je prends le cas extrême du drive, on va tomber à 4 000, 5 000 références. Et à ce moment-là, par exemple, je ne sais pas si je prends le premier d'entre eux, je m'appelle Leclerc, j'ai 120 000 références dans mes hyper, et puis je me retrouve sur le drive et je dois me limiter à 4 000 ou 5 000 rêves. Comment je fais pour choisir mon assortiment? Alors, on va dire que de façon classique et de façon rapide, puisque le drive, par exemple, pour reprendre l'exemple du drive, ça s'est développé hyper vite. Donc, quand on fait les choses hyper vite, c'est sans réflexion. Donc, voilà. Et je ne galvaude pas le travail de Leclerc, puisqu'il n'y a rien à galvauder. Ils sont numéro 1 et pour longtemps sur le secteur. Ils ont réfléchi ensuite, ils ont agi et ensuite ils ont réfléchi. Mais par exemple, à ce moment-là, il va falloir que je détermine mon assortiment optimal. Et là, on a vu que mon assortiment, depuis le départ, et ce qu'on vous dit, mon assortiment optimal, c'est pas forcément de se dire je prends les produits les plus vendus, le top des 5000 produits les plus vendus, et voilà, c'est mon assortiment. Non, parce qu'on a vu par rapport à l'analyse que quand je parlais de faisceaux de produits, voilà, c'est des grappes, et que quand je veux répondre à une fonction de panier, j'ai certes peut-être dans mon panier de 10 articles, j'ai peut-être 3 articles qui font partie des 5000 les plus vendus, mais j'en ai 7 autres. Voilà. Et si mon panier que je veux me constituer, que je viens acheter, la raison pour laquelle je retrouve que les 3 premiers produits les plus vendus et que je ne retrouve pas les 7 autres, je suis insatisfait et la fois d'après, il n'y a pas de revisite. Donc, le retailer, il a perdu. Donc, voilà, je laisse. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les chiffres, c'est qu'on peut comparer des drives du même chiffre d'affaires au même endroit, au même nombre de références. Il y en a un qui va faire des marges importantes et l'autre va faire des pertes. Et c'est l'assortiment qui joue vraiment un rôle important, c'est que le client ne va pas revenir s'il trouve s'il trouve 2 tiers des articles qu'il veut acheter, mais pas le tiers manquant de son panier. Donc ça va créer une insatisfaction qui va l'empêcher de fréquenter ce type de format. Donc on est parti sur un cas où on avait 4000 références qu'on voulait mettre dans un drive. On va dire qu'est-ce qu'on va mettre dedans. On veut quand même mettre les articles qui génèrent le plus de ventes, enfin, en termes de chiffre d'affaires, mais garder un modèle qui couvre tout le panier. Donc comment on a fait ça? On a déjà regardé dans le CRM qui sont les clients qui ont déjà fréquenté un format drive. Donc on a trouvé 44 000 clients qui sont venus une fois au moins dans un drive, et environ 18%. Donc, on a regardé ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont acheté dans l'hypermarché, dans le CRM dont on vient de faire l'analyse. Et on trouve les paniers ici, donc le 9, le 19, le 13, et le nombre de fois qu'ils ont acheté chacun de ces paniers. Donc, on a ensuite pris ces paniers, on a lié tous les articles qui appartiennent à chacun des paniers, on les a triés par revenu pour avoir une liste. Donc on voit que évidemment les articles qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, c'est le lait demi-écrémé, enfin, c'est les 5 premiers, mais qui appartient, ils sont tous dans la même famille d'achat. Et on a créé un algorithme qui, lui, va parcourir, en commençant par le panier le plus vendu, tous les sous-familles, donc le panier 9, on va parcourir toutes les sous-familles de ce panier, et on va prendre l'article qui se vend le plus dans chaque sous-famille. Donc, ensuite, on va passer à la prochaine sous-famille, etc. On va conclure le panier. Donc, pour le premier panier, on va au moins avoir un article par sous-famille.
Donc, s'il y a 30 sous-familles dans le panier, bah, le client, au moins, quand il va arriver, il va trouver au moins une référence de chaque sous-famille. Ensuite, on a fait ça avec les autres paniers, à chaque fois par sous-famille, et à 4000 articles. On a dit stop, donc l'algorithme, en fait, il est assez bête, mais grâce à l'analyse qu'on a fait précédemment, bah, on est capable de faire ça. On arrive à 4000, une liste de 4000 articles, donc qui est notre référence, donc qui est l'assortiment pour le drive, dans lequel on va couvrir tous les paniers qui sont les paniers les plus achetés par des clients qui sont prêts à fréquenter le drive. Et donc, il couvre tous ces paniers. Donc là, on voit, ça, c'est le début de la liste. Donc, effectivement, il faut avoir de la boulangerie. Donc, on voit, intuitivement, on aurait pu peut-être faire la même liste si on aurait pu, sur les premières, du moins, parce que après, il y en a beaucoup. Mais c'est la machine, en fait, qui a trouvé la bonne manière de faire pour créer cet assortiment. Donc, on voit, ça, c'est la fin, c'est vers la fin de cette liste. Et à chaque fois, bah, vous avez le nom de l'article, les familles, les sous-familles, et ça, c'est les quantités vendues, le chiffre d'affaires sur chaque article, il me semble. Ouais, à la fin, c'est le chiffre d'affaires, et ça, c'est la référence. Voilà, donc c'était la fin de cette étude de cas. Est-ce qu'il y a il reste des questions sur tout, sur la fin? Oui. Est-ce que vous avez une Pas encore, c'est trop tôt, parce que c'est un projet qui est encore... Il faut d'abord le déploiement, rentrer dans le déploiement surtout de la partie temps réel, qui elle, va réellement avoir du sens pour sortir de la phase statique. Ça sera normalement mesurable assez facilement. Même si on n'a pas de retour, on ne doute pas de l'apport de l'additionnel. On va le mesurer. Vous avez vu qu'il y a différentes applications possibles, donc on va le mesurer en termes de performance au niveau de l'animation client, voilà, en utilisant toujours, voilà, comme on le fait des groupes de contrôle ou des groupes de témoins, voilà, en utilisant les façons habituel de cibler avec l'apport de cette segmentation-là. Et puis surtout, l'apport, il va être au niveau, et ça, c'est l'enseigne qui va le mesurer, au niveau du merch, qui va pouvoir être ajusté à chaque point de vente. Et en particulier, là, sur le drive, donc il va lui permettre de mesurer directement l'évolution de la dépense client. Concrètement, à la fin, quel type d'action a été menée? Des actions qui pouvaient être menées, mais là, vous avez fait le projet. Quel type d'actions sont planifiées? Alors, ouais. Non, alors c'est pas confidentiel parce qu'on a tu le nom de l'enseigne et on continuera à le faire jusqu'au bout, qui a servi au cas client. L'action concrète là sur la partie drive, hein, tout simplement. Donc la centrale d'achat pour qui on a travaillé, l'aboutissement de notre travail, c'est que finalement on lui a préconisé un assortiment drive par drive. Voilà. En l'occurrence, donc, eux, c'est la centrale d'achat et ils doivent après réussir à convaincre chacun des patrons de drive de bien prendre ses engagements par rapport à cet assortiment préconisé. D'accord. Alors, les patrons de drive, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Donc, la centrale, elle sait comment leur parler. Elle leur dit, ben voilà, nous, pour vous, on a cet assortiment préconisé. À chaque fois que vous commandez dans cet assortiment préconisé, je vous donne 3 points de marge. Je vous redistribue 3 points de marge. Voilà, c'est pas très, voilà, c'est brut de fonderie, mais c'est efficace. Et parce que eux derrière, ils savent qu'ils vont augmenter la dépense client et donc le chiffre d'affaires qu'ils vont faire. Mais voilà très concrètement comment ça va être utilisé. Voilà. Merci, je suis votre dernier rempart avec la pause et le café. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire rapide. J'aimerais vous faire rêver un petit peu.
Je fais pas partie de la très très jeune génération, mais j'ai une expérience en ligne quand je fais des achats. J'aimerais retrouver le même confort en magasin. Et en fait, on parlait tout à l'heure d'aspect juridique, mais en fait, tout ce qui va aider un consommateur ou lui apporter du confort ou du service, eh ben, il va un peu s'en plaindre un peu moins. Donc en fait, imaginons me promener dans les allées de mon magasin et qu'on soit en capacité de connaître un petit peu mes habitudes et de me proposer des produits que j'ai l'habitude de consommer, éventuellement de nouvelles origines de produits, me dire voilà, il a été acheminé comme ça, voici la traçabilité du produit. Avec ma tablette, ça aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, en tant que consommateur, ça me plairait. Avoir également des promotions qui sont liées, que je ne vais pas aller chercher dans le magasin à des endroits où je ne circule pas d'habitude, parce que je fais les courses assez rapidement en fait. Et je pense que plus la génération avance, plus ils sont dans ce mode de rapidité, connecté, je sais ce que je veux et je le veux tout de suite. Donc aujourd'hui, une petite question pour vous, pensez-vous que la technologie permet déjà de faire ça? Et pensez-vous que votre IT est prête à le faire? Votre informatique interne pour vous aider. Voilà, donc c'est ce qui me permet d'avoir une transition vers le cloud. Aujourd'hui, le cloud, c'est la transformation d'un modèle économique. On ne va pas parler de tous les avantages techniques pour dire aujourd'hui, je dois avoir de l'infrastructure, j'ai un investissement monstrueux pour pouvoir commencer à faire du big data, faire de la modélisation de données, de l'analyse, et j'ai encore aucune retombée, j'ai déjà investi des centaines de milliers d'euros. C'est un petit peu ce qui est problématique avec les IT internes. Et aujourd'hui, des structures telles que Vertigo, finalement, vont être en capacité de réagir. Parce que quand on parle d'analyse et de big data, on parle d'un nombre important de données, quelque chose d'assez monstrueux. Et pour l'absorber sur une IT interne, eh ben, ils vont devoir provisionner un nombre de machines important qui dépend finalement du volume final dont vous n'avez aucune idée, en fait, au démarrage du projet. Donc, l'avantage du cloud, c'est qu'on passe d'un modèle OPEX, opérationnel, où je vais payer que ce que je consomme. Donc, si ça a du succès, je paierai en fonction. Si ça n'en a pas, j'aurai quasiment pas de coût. Du coup, l'avantage d'utiliser une plateforme telle que Google Cloud, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur des magasins, vous en avez 10, 20, 100 ou 1000, multipliez par le nombre de caisses, ça peut faire un trafic monstrueux et juste avoir un système qui ne fonctionne pas on-premise parce qu'il n'a pas été taillé pour exécuter l'ensemble et recevoir l'ensemble des informations. C'est là où le cloud va vous aider et où aide Vertigo. C'est-à-dire qu'il a la capacité que vous envoyez l'information d'une caisse ou de centaines de milliers de réagir en conséquence et de vous faire payer qu'au prorata de ce qu'il a ingéré. Derrière, de la même façon, ces données, elles sont brutes. Il va falloir pouvoir les travailler, donc avoir ce qu'on appelle en interne une plateforme Big Data avec différentes technologies que je ne vais pas nommer, mais c'est d'être juste en capacité de prendre ces données, de les transformer pour les stocker, pour pouvoir commencer le travail d'analyse. Donc, si on regarde le cas d'usage qui vous a été montré, je vais passer les noms de produits parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais la capture des paniers en caisse, aujourd'hui, on travaille sur un cas d'usage où le fichier a été loadé. C'est pour ça que l'aspect statistique temps réel est beaucoup revenu en termes de questions. Mais en fait, l'objectif, c'est de faire du temps réel. À chaque fois que je passe en caisse, je veux que l'information soit automatiquement transmise, analysée et qu'on me fasse une analyse prédictive et qu'on me sorte en fonction de ma carte de fidélité des coupons qui ne seront pas périmés dans 3 jours parce que je reviendrai que dans une semaine et puis pas sur des produits que je consomme jamais parce que j'ai pas ce profil. Et ce qui arrive pour moi, pour ma part, tout le temps. Donc, je les jette tout de suite, voire je les prends pas. Et donc, l'objectif, c'est de changer ce comportement-là, analyser les éléments. Donc, ce qu'on fait, on les transforme, on les stocke dans un espèce de, on va dire, on appelle ça un warehouse, mais c'était il y a quelques temps. Aujourd'hui, ces données-là, elles doivent être accessibles rapidement et avoir la capacité d'être utilisées par un algorithme qui va faire du prédictif, en couplant non seulement ces données-là, mais saisonnalité, météo. Et donc là, c'est un gros apport de la partie Google. Depuis des années, on gère des données et en fait, on a ouvert notre modèle de travail qui s'appelle BigQuery, qui permettait de gérer l'information qu'on met en place sur l'ensemble des outils Google et on le met à disposition des clients pour qu'ils puissent réaliser le type de scénario qui a été décrit par Vertigo. Donc aujourd'hui, Vertigo, de la même façon, a déployé un certain nombre d'algorithmes sur ce qu'on appelle, nous, en interne, du Compute Engine. Et cette partie-là, vous en déployez un, mais vous avez plusieurs enseignes, plusieurs magasins, des centaines de milliers de flots qui arrivent, et automatiquement, ça va scaler et ça va s'imposer dans le cloud et consommer les ressources de manière élastique. De la même façon, les magasins sont fermés la nuit en France,
pas encore tous le dimanche, mais et qu'est-ce qui va se passer? L'infrastructure va se réduire toute seule aussi pour qu'on ne paye pas pour rien. On ne paye que ce que l'on consomme. Pay as you go, c'est un des mots-clés du cloud. Donc, l'objectif, c'est j'ai besoin d'une capacité, je ne vais pas la prédire ou investir directement, je vais juste l'utiliser. Aujourd'hui, Vertigo a fait le choix de déployer des algorithmes en interne sur de la technologie propre. Google a mis en place depuis plus d'1 an et demi la notion de machine learning. Donc, ça veut dire quoi? C'est je prends des données, je prends un algorithme et je vais lui apprendre à réagir face à ces données. De manière à ce que quand il en a d'autres, il va apporter le même comportement. Et si ce n'est pas suffisant, je peux réaffiner mon algorithme pour que ma prédiction soit meilleure. Donc, on parle dans le jargon retail de prediction engine, recommendation engine. Et l'objectif, c'est d'être en capacité de prendre un maximum d'informations de mon client. On parle d'omnicanal, être en capacité de dire, voilà, toutes mes façons de l'identifier, quand il est venu sur mon site Drive, quand il est venu sur mon site d'achat en ligne, quand il est venu en magasin, je lui propose un QR code pour l'identifier et puis il aura une promo en plus. Tout ce qui me permet finalement de lui apporter du confort, mais aussi de connaître ses habitudes et de s'assurer que je vais le fidéliser. Parce que finalement, c'est ça l'objectif. Ces éléments-là seront introduits dans un algorithme. Aujourd'hui, vous entendrez peut-être parler de TensorFlow, c'est un petit logo, le petit T. C'est en capacité justement, vous, data scientist, ne pas travailler sur l'infrastructure, mais uniquement sur l'algorithme pour l'affiner et apporter des solutions aux retailers. Donc, il faut bien stocker ces données-là, encore une fois. Donc, si on parle à IT interne, ils vont vous parler d'un prix au giga qui va être très cher et donc ils vont vous tuer votre projet dans l'œuf parce que ça va coûter beaucoup trop cher en termes d'investissement. Le cloud est là, ça fonctionne. On grossit, on n'a pas de problème de capacity planning, ça va forcément fonctionner et on va être en mesure d'avancer et d'améliorer l'algorithme pour avoir plus de profiling, d'analyse et de prédiction. Alors, profiling, peut-être un peu péjoratif, mais moi, c'est juste une partie qui précise que ce que l'on souhaite en tant que consommateur, c'est finalement ne pas être ennuyé, mais si on m'apporte du confort, jamais je vais dire « Ah non, j'en veux pas ». Au contraire, si j'ai des promos qui sont liés à des produits que j'achète souvent, ou même mieux, si tous les gens qui ont un profil similaire à moi, on leur a proposé un nouveau produit et 90% des gens l'ont acheté, bah, je veux bien voir ce que c'est, parce que ça va peut-être me plaire. Et donc, c'est là où on réinverse un peu la vapeur. Donc, le cloud est là pour aider techniquement et pour finalement se focaliser sur ce que l'on veut apporter aux clients. L'objectif de ce genre de solution, c'est d'apporter des outils aux retailers pour réappliquer leur métier au travers des consommateurs. On n'est pas là ni pour les remplacer, ni pour essayer d'automatiser. Au contraire, c'est pour qu'ils aient plus de matière entrante pour travailler la satisfaction client. Donc aujourd'hui, le petit message, c'est juste pour vous dire que toutes ces solutions existent. Elles peuvent être utilisées à moindre coût parce que quand on démarre petit, ça ne coûte pas très cher. Et si ça grossit, on peut toujours, et ça c'est le message de Google, si vous voulez reprendre vos données, vous pouvez internaliser le process si il a tellement grandi que vous préférez l'avoir on-premise. Alors, Google, c'est beaucoup plus, mais je me focaliserai sur deux aspects. L'aspect Big Data et l'aspect Machine Learning, parce qu'aujourd'hui, on le rencontre dans tout cas d'usage. On parle, par exemple, certaines entreprises ont décidé de travailler sur le Sentiment Analysis. Donc, en gros, vous passez devant une caméra et c'est juste pour voir si vous êtes plutôt en train de sourire ou pas, par rapport au service qu'on vous a rendu. C'est peut-être faux, mais en tout cas, il y a des clients qui commencent à apprécier parce que cet indicateur-là, par exemple, pour les démonstrateurs en magasin, c'est pas encore en place, mais ça résonne parce qu'effectivement, par le feedback du démonstrateur et le chiffre qu'il a réalisé, on n'a pas vraiment d'infos sur la manière dont le client a perçu la démonstration. Et pour un producteur, ça peut avoir du sens. Donc, il y a plein de choses qui arrivent dans ce qu'on appelle, nous, les Vision API, les Language API, qui permettent, c'est out of the box, vous utilisez tel quel et vous pouvez avoir déjà des informations importantes. Donc, moi, je serai là, networker, si vous voulez échanger sur le sujet. J'ai fait rapide et j'espère que ça vous a éclairé sur l'aspect cloud. Merci. Merci, Fabrice. Effectivement,
l'heure est encore aux questions, donc on va se quitter, se retrouver autour d'un café. Donc n'hésitez pas à venir auprès des intervenants, poser vos questions directement, plus besoin de se connecter. Pour finir, donc déjà un grand merci d'être resté et d'avoir participé. Donc 2 événements au planning. Le premier, si vous êtes parisien, la semaine prochaine, mardi 7 mars, nous serons au salon Big Data à Paris et nous ferons notamment le lancement d'un nouveau produit à destination des développeurs pour devenir data scientist. Donc ne manquez pas ça si vous êtes de passage sur le salon. Et enfin, pour les Européens, nous serons Vertigo au salon Euroshop sur le stand du Picom la semaine prochaine pour le salon international du retail à Düsseldorf, toute la semaine prochaine. Un grand merci à tous et je vous propose de tous nous retrouver autour d'un café. Encore merci d'être venus. Et pour la petite note, vous retrouverez le compte-rendu de l'événement sur notre blog. Donc, je voyais certains qui prenaient des photos des slides et vous retrouverez la vidéo et l'ensemble des éléments qui pourront vous être utiles. Voilà. C'est sur vertigo.com. Vertigo.com. Vous allez sur le blog et vous aurez le compte-rendu de l'événement. Merci. Merci à tous.